Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans la mécanique, disons-le assez fascinante des grands désastres financiers. C'est un sujet capital parce qu'on va comprendre exactement comment un petit choc ultra localisé finit par muter en une vraie catastrophe planétaire. Et vu que ça fait un demi-siècle que le rythme s'accélère, franchement, ça nous concerne tous. Alors décortiquons ensemble l'anatomie de ces crises. Pour bien démarrer, on doit se poser la question de base. Qu'est-ce qui se passe réellement quand le sommet d'une phase d'expansion économique, ce moment parfait où tout semble aller pour le mieux, bascule d'un coup vers l'instabilité totale et la récession? C'est ce qu'on appelle le retournement de conjoncture. En gros, la machine s'enraye, la confiance s'évapore en un instant et le cycle s'arrête net. Et à la racine de cette instabilité, il y a cette fameuse crise financière. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? À la base, le système financier, c'est censé être une mécanique super simple pour faire se rencontrer ceux qui ont de l'argent à placer et ceux qui ont besoin d'emprunter. Point barre. Mais quand la crise frappe, cette rencontre devient littéralement impossible. C'est la déstabilisation brutale, un choc total qui vient complètement gripper les rouages de l'économie. Et ce choc, il frappe généralement 3 zones bien précises. D'abord, les marchés financiers, avec le grand classique, le crash boursier. Ensuite, les banques. Là, on parle de faillite en chaîne et d'un crédit qui se coupe brutalement. Et enfin, le marché des changes, avec la valeur des monnaies qui dégringole. Le truc le plus effrayant dans tout ça, ces 3 sphères peuvent être touchées séparément ou pire, de façon totalement simultanée. Et c'est là que l'économie réelle se retrouve complètement paralysée. Retournons un instant en 1929. On va voir comment ce petit schéma théorique a pris vie pour devenir la crise financière mondiale la plus dévastatrice de tout le XXe siècle. C'est le vrai point de départ de ce qu'on a appelé la Grande Dépression. Une onde de choc tellement massive qu'on l'étudie encore à la loupe aujourd'hui. Ce qui est dingue, c'est la rapidité de l'escalade. C'est allé à une vitesse folle. En 1927, il y a ce boom boursier qui s'accélère. Tout le monde est euphorique. Entre fin 1928 et septembre 1929, l'indice Dow Jones réussit même l'exploit de doubler. Doubler. À ce moment-là, on pense tous que ça s'arrêtera jamais. Et puis, bam, la cassure. Arrive fin octobre avec le fameux jeudi noir. Et la panique totale démarre. En quelques semaines, le marché s'effondre pour de beau. 16 millions. Rien que ce chiffre donne le vertige. C'est le nombre d'actions qui ont été balancées sur le marché par des investisseurs terrorisés, et ça uniquement sur la journée du 24 octobre. 16 millions. C'est le mouvement de panique absolu où chacun essaye désespérément de sauver les meubles, ce qui mécaniquement provoque une chute libre de tous les prix. Et les conséquences ont été d'une brutalité inouïe. Entre 1929 et 1931, le Dow Jones a carrément été divisé par plus de 10. Divisé par 10. C'est pas juste une petite correction. Ça veut dire que des fortunes entières et les économies de toute une vie ont littéralement été vaporisées en quelques mois. Pchit, plus rien. Forcément, ça déclenche un effet domino incontrôlable. Les gens voient ça, paniquent et courent à leur banque pour tout retirer. C'est la fameuse ruée vers les guichets. Mais les banques, elles n'ont pas tout cet argent liquide sous la main. Elles peuvent pas suivre. Résultat des courses, en 3 ans à peine, la moitié des banques américaines ont purement et simplement disparu. Une vraie hécatombe. Avec la disparition de toutes ces banques, le crédit se gèle complètement. Les entreprises n'ont plus un sou pour se financer, donc elles ferment à tour de bras. La production industrielle s'effondre de 40%. Et ça a un impact direct sur les vrais gens. Le chômage explose pour atteindre la barre dramatique des 15%. 15 millions de personnes jetées à la rue. Le crash boursier venait officiellement de se transformer en tragédie humaine. Bon, faisons une avance rapide. Ce qui est absolument crucial de comprendre maintenant, c'est comment cette mécanique destructrice, cet effet domino, comment il a muté pour revenir nous frapper de plein fouet en août 2007. C'est la fameuse crise des subprimes, la digne héritière de 1929. Reprenons la mécanique étape par étape. C'est fascinant. Tout part de crédits immobiliers, les subprimes, accordés à des foyers américains aux revenus un peu justes. Au début, on leur vend du rêve, un prêt de 100 000 $ avec un super taux fixe à 1%. Mais voilà, la Banque centrale remonte ses taux d'intérêt vers 2004. Et là, c'est le drame. Les taux variables des emprunteurs explosent, les défauts de paiement s'enchaînent. Et le vrai coup de grâce, c'est la titrisation. En gros, les banques ont pris ces crédits pourris, elles les ont mixés avec de bons investissements pour cacher le risque, un peu comme on passerait des fruits avariés au blender pour faire un smoothie qui a l'air sain, et elles ont revendu ça au monde entier. Le poison était devenu planétaire. Pour bien réaliser la violence du piège, regardons un peu ça.
Du jour au lendemain, certains foyers ont vu leur mensualité multipliée par 10. Passer d'un remboursement de 100 $ à 1000 $ par mois quand on a des revenus précaires, c'est mission impossible. Le défaut de paiement devenait mathématiquement inévitable. Du coup, les saisies immobilières pleuvent et les pertes des banques deviennent astronomiques. Ces pertes faramineuses ont créé une paranoïa absolue dans la finance. Plus aucune banque ne fait confiance aux autres, parce que personne ne sait qui cache les fameux smoothies toxiques dans ses comptes. Le marché des prêts interbancaires se gèle complètement. Et boum, des géants qu'on croyait intouchables s'écroulent. Northern Rock est nationalisé en urgence, Bear Stearns se fait absorber, et bien sûr, le choc absolu, la faillite retentissante de Lehman Brothers. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est qu'on a fait face à un pur choc systémique. Un problème ultra localisé à la base, quelques crédits immobiliers douteux aux États-Unis, qui, par la magie empoisonnée de la titrisation, s'est transformé en une pandémie financière mondiale. Ça a infecté l'économie réelle dans ses moindres recoins, plombant la bourse et le moral des ménages partout sur le globe. Mais quand on met ces deux immenses désastres côte à côte, il y a quand même une différence de taille qui saute aux yeux. En 1929, on a eu un gel total et tout le système bancaire s'est désintégré. Par contre, en 2008, le système a vacillé, la mécanique était la même, mais les banques ne se sont pas totalement effondrées à la fin. Le dénouement n'a pas été le même. Alors, comment on a évité le pire ? Tout simplement parce qu'on a sorti la grande boîte à outils. Les leçons de 1929 avaient été apprises. Au lieu de croiser les bras en regardant l'économie se dessécher, les gouvernements et les banques centrales ont réagi avec une force hallucinante. Baisse drastique des taux, injection massive d'argent frais pour inonder les marchés, bref, une action hyper coordonnée qui a littéralement sauvé la machine financière de la paralysie totale. Pour clôturer ce décryptage, impossible de ne pas faire un bond dans notre histoire ultra récente. Le séisme économique déclenché par la pandémie en 2020 a rebattu toutes les cartes. Mettre l'économie mondiale à l'arrêt, ça a demandé des interventions d'une ampleur stratosphérique, du jamais vu. Et ça pose une question vertigineuse. Est-ce que les conséquences de ce choc finiront par pulvériser les records noirs de 1929 et de 2008 ? C'est ce grand mystère, la forme que prendra le prochain effet domino, qui va façonner notre avenir économique. Sur ce, merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un nouveau sujet.